Imaginez ceci, un restaurant de luxe au cœur de Lyon, où les lustres en cristal brillent sur des tables impeccables et où l'air embaume la truffe et le succès. C'est l'héritage du bois, un temple de la gastronomie française, un empire bâti sur des décennies de passion et de travail acharné. Chaque soir, une fortune est dépensée ici pour des plats qui ressemblent à des œuvres d'art. Mais la bataille la plus féroce ne se déroule pas pour obtenir une étoile Michelin. Elle se joue dans l'ombre, dans la chaleur étouffante des cuisines, là où un vieil homme aux mains tremblantes est sur le point de tout perdre. Un bruit assourdissant déchire soudain le cliquetis régulier des casseroles. Le son de la porcelaine brisée, le son d'une humiliation qui va tout changer. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est notre plus grande récompense. Dites-moi aussi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Savoir d'où vous venez nous rapproche, peu importe la distance. Maintenant, retournons dans cette cuisine où le destin est en train de basculer. Le silence qui suivit, le fracas, fut plus lourd que n'importe quel cri. Tous les cuisiniers, tous les commis s'arrêtèrent, le souffle coupé, les yeux fixés sur le sol jonché des débris de 3 assiettes de collection. Au milieu de ce désastre se tenait Léo, un homme de plus de 70 ans, le visage creusé par la fatigue. Ses vêtements de travail étaient propres, mais usés, et son corps frêle semblait perdu dans l'immensité de cette cuisine professionnelle ultra-moderne. Il regardait les morceaux brisés comme s'il contemplait les ruines de sa propre dignité. C'est alors que Victor Dubois traversa la cuisine, non pas en marchant, mais en fendant la foule comme un prédateur, grand, jeune, vêtu d'un costume italien qui coûtait plus cher que la paye annuelle de Léo. Il était l'incarnation du pouvoir et de l'arrogance. Ses yeux froids comme l'acier se posèrent sur le vieil homme. Encore une fois, le vieux. Sa voix claqua comme un fouet, assez forte pour être entendue malgré le bruit des hôtes. C'est la 3e fois ce mois-ci. Est-ce que tu as la moindre idée du prix de ces assiettes? Elles valent plus que ton misérable salaire mensuel. Dis-moi, tu es stupide ou tu le fais exprès? Léo leva des yeux embués de honte, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Je suis vraiment désolé, monsieur Victor, mes mains, elles ne répondent plus aussi bien qu'avant. La réponse de Victor fut un rire sec et méprisant. Tes mains, ne me fais pas rire, tu es juste un incapable, un poids mort que je traîne par pitié pour mon père. Tu sais ce que tu es, Léo. Tu es une tache sur la réputation de cet établissement. Regarde-toi, tu fais fuir les clients rien qu'avec ton air misérable. Devant tout le personnel qui avait baissé la tête, faisant semblant de travailler pour ne pas croiser le regard du patron, Victor attrapa Léo par le bras. Sa poigne était forte, humiliante. Écoute-moi bien, l'ancêtre. Je ne veux plus te voir près de la vaisselle de valeur. Tu vas passer le reste de la soirée à récurer les sols et à vider les poubelles. C'est tout ce que tu es capable de faire. Compris. Il le poussa si violemment que Léo manqua de tomber. Le vieil homme ne répondit rien, se contentant d'hocher la tête, le cœur battant la chamade. Il sentait chaque regard posé sur lui, un mélange de pitié et de soulagement de ne pas être à sa place. Il se pencha lentement, avec la raideur de son âge, et commença à ramasser les morceaux de porcelaine, chaque éclat lui semblant être un fragment de son âme brisée. Une larme silencieuse roula sur sa joue ridée et s'écrasa sur le carrelage froid. Personne ne vit cette larme, sauf peut-être les caméras de surveillance qui enregistraient silencieusement chaque recoin du restaurant. Plus tard, dans le minuscule vestiaire du personnel, loin des regards, Léo s'assit lourdement sur un banc. Ses mains tremblaient encore, non plus de vieillesse, mais de rage contenue et de profonde tristesse. Il sortit de sa poche un vieux téléphone portable, un modèle démodé dont l'écran était fissuré.
Il l'ouvrit et regarda la seule photo qu'il gardait en fond d'écran. Une femme au sourire lumineux, ses yeux pétillants de vie. C'était Hélène, son épouse, partie trop tôt. Il caressa l'image du pouce, comme pour chercher du réconfort. Une ombre passa sur son visage, une dureté que personne dans ce restaurant ne lui connaissait. Sa posture changea, son dos se redressa subtilement, et une lueur de détermination remplaça la détresse dans ses yeux. Il murmura pour lui-même, sa voix n'étant plus celle d'un vieillard fragile, mais celle d'un homme qui prend une décision irrévocable. Pardonne-moi, mon amour, j'ai essayé d'être patient, j'ai espéré qu'ils changeraient, mais ils ne sont pas prêts à hériter de ton rêve, ils ne sont prêts qu'à le détruire. Il éteignit son téléphone et le rangea. En se relevant, il n'était plus tout à fait le même homme. L'humiliation qu'il venait de subir n'était pas une fin, mais un commencement. C'était la goutte d'eau, la dernière preuve dont il avait besoin. Mais ce que Victor ignorait, dans son arrogance et son mépris, c'est que le vieil homme qu'il venait d'humilier devant tout le monde n'était pas un simple plongeur sans défense. Il était le juge, le jury, et bientôt son bourreau, car Léo n'était pas son vrai nom, et ce restaurant qu'il pensait posséder. C'était en réalité le royaume de l'homme qu'il venait de condamner à nettoyer les sols. Le piège venait de se refermer. Le masque de la fragilité était retombé sur son visage. En sortant du vestiaire, Léo était redevenu le vieil homme invisible, celui que l'on bouscule sans s'excuser. Mais à l'intérieur, une flamme froide s'était allumée. Chaque couloir qu'il nettoyait, chaque poubelle qu'il vidait, était désormais une scène de crime qu'il observait avec une attention nouvelle. À travers la porte battante de la cuisine, il pouvait apercevoir la salle du restaurant, un monde de luxe et d'opulence où ses propres enfants régnaient en maître. Il voyait les clients rire, prendre des photos de leurs plats pour les poster sur Instagram, ignorant totalement le drame qui se jouait à quelques mètres de là. Pour eux, il n'était qu'une ombre, une partie du décor. Et c'était précisément cette invisibilité qui allait devenir son arme la plus redoutable. Le lendemain, l'atmosphère dans le restaurant était encore plus glaciale. Charlotte Dubois, vêtue d'une robe de créateur qui semblait déplacée dans une cuisine, arpentait les lieux tel un général inspectant ses troupes. Elle ne regardait pas les plats, mais son téléphone, faisant défiler des stories avec un air d'ennui. Elle s'arrêta devant Philippe, le chef cuisinier, un homme passionné qui travaillait pour la famille Dubois depuis plus de 20 ans, bien avant que Victor et Charlotte ne sachent faire la différence entre un couteau à poisson et un couteau à beurre. Sans même lever les yeux de son écran, elle lui lança d'une voix neutre « Philippe, j'ai analysé les chiffres. Votre poste est celui qui nous coûte le plus cher. Nous devons optimiser. » Le chef, les mains couvertes de farine, la regarda avec incrédulité. « Optimiser, Madame Charlotte, je... » Elle l'interrompit en lui tendant son téléphone. Sur l'écran, une conversation WhatsApp était ouverte. Le dernier message, envoyé il y a quelques secondes, disait « Philippe, vos services ne sont plus requis à compter de ce jour. Veuillez laisser votre tablier à la réception. Cordialement, C. Dubois. » Le visage du chef se décomposa. Après 20 ans de service, vous me virez, par message. Charlotte haussa les épaules avec indifférence. C'est plus efficace. Le temps, c'est de l'argent. Elle tourna les talons et s'éloigna pour prendre un selfie parfait devant le logo du restaurant, ajoutant la légende « Chez Girlboss, chez Optimisation ». Nouveau chapitre. Léo, qui balayait à proximité, sentit une vague de colère pure monter en lui. C'était l'héritage de sa femme, Hélène, que cet enfant gâté était en train de détruire, un texto à la fois. Plus tard dans la journée, alors qu'il nettoyait le couloir menant au bureau, il entendit la voix de Victor, basse et conspiratrice. La porte était entr'ouverte. Poussé par une intuition, Léo s'arrêta, faisant semblant d'astiquer une plainte. Victor était au téléphone, et son ton était mielleux, mais ses mots étaient du poison. « Non, maintenant, ne t'inquiète pas, mon ami. Le client ne verra jamais la différence entre le filet de bœuf de salaire que nous facturons et cette viande polonaise surgelée que tu nous livres.
Mais la marge, mon ami, la marge est magnifique. On va les plumer jusqu'au dernier centime, ces bourgeois. Le cœur de Léo se serra. Il ne s'agissait plus seulement de cruauté, mais de fraude. C'était une trahison envers chaque client qui franchissait leur porte en quête d'excellence. Discrètement, Léo glissa sa main dans sa poche. Son vieux téléphone n'était pas si inutile. Il appuya sur un bouton latéral, activant l'enregistreur vocal. Un petit point rouge se mit à clignoter sur l'écran, invisible pour tous. Chaque mot de Victor était désormais une preuve, une brique de plus dans le mur de leur future prison. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Le nouveau chef, plus jeune et moins cher, suivait les ordres de Victor sans discuter. La qualité des plats chuta de manière spectaculaire, et le moral du personnel était au plus bas. Léo, lui, était devenu l'homme à tout faire, celui qu'on envoyait nettoyer les toilettes bouchées ou sortir les poubelles sous une pluie battante. Il travaillait de longues heures, souvent le ventre vide, l'odeur des plats gastronomiques qu'il n'avait pas le droit de toucher lui torturant l'estomac. Un soir, alors qu'il était assis seul dans la cuisine déserte, épuisé et affamé, une silhouette s'approcha. C'était Élise, une jeune serveuse au regard doux. Elle tenait une assiette dissimulée dans un torchon. « Tenez, monsieur Léo, murmura-t-elle en regardant autour d'elle. J'ai gardé ça pour vous, ne dites rien à personne. C'était un reste de magret de canard, froid, mais pour Léo, c'était le plus grand des festins. Il regarda la jeune fille avec une profonde gratitude. Merci, mon enfant, vous avez bon cœur. Dans ce monde de requins, cette petite lueur d'humanité lui redonna la force de continuer son combat silencieux. Cette nuit-là, le décor changea du tout au tout. L'homme qui quitta le restaurant par la porte de service, courbé et fatigué, n'était pas le même qui entra, une heure plus tard, dans un ascenseur privé menant au dernier étage d'un immeuble prestigieux du quartier de la Confluence. Le petit appartement miteux n'était qu'une façade. Sa véritable demeure était un penthouse luxueux, avec une vue imprenable sur tout Lyon. Ici, il n'était plus Léo, le plongeur. Il était Antoine Dubois, le fondateur, le créateur, le propriétaire secret de l'héritage Dubois. Assis dans un fauteuil en cuir, un verre de vieux whisky à la main, il était en visioconférence sécurisée sur un ordinateur dernier cri. À l'écran, le visage sérieux de Maître Bernard, son avocat et ami de toujours. « Regarde ça, Bernard, » dit Antoine, sa voix n'ayant plus rien de fragile. Elle était forte, précise, tranchante. Il partagea son écran, affichant des relevés bancaires complexes. Un virement de 200 000 € vers un compte aux îles Caïmans. Libellé. Achat de matériel de cuisine. C'est un faux, bien sûr. Mes propres enfants me volent, Bernard. Ils siphonnent les comptes de l'entreprise que j'ai bâtie avec Hélène. L'avocat hocha la tête, son expression grave. Nous avons presque tout ce qu'il nous faut, Antoine. Les enregistrements, les témoignages des fournisseurs que tu as contactés, le rapport de l'expert comptable, tout est accablant. Ils sont coupables de fraude, d'abus de biens sociaux, de tout ce que tu veux. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes. Mais pour que le choc soit total, pour qu'ils ne puissent jamais se relever, il nous manque une dernière chose, une preuve irréfutable de leur intention, un acte si public et si cruel qu'il ne laissera aucune place au doute dans l'esprit du juge ou de l'opinion publique. Antoine Dubois fixa l'écran, puis son regard se tourna vers la baie vitrée. Au loin, les lumières de son restaurant brillaient dans la nuit lyonnaise comme un joyau qu'on était en train de lui arracher. Son visage se durcit, ses doigts se crispèrent sur son verre. Il savait que ses enfants, dans leur cupidité sans limite, allaient lui offrir cette preuve sur un plateau d'argent. Il savait que le pire était encore à venir, et il serait là, aux premières loges, pour assister à leur chute. Antoine Dubois éteignit l'écran, le visage de son avocat, remplacé par son propre reflet dans le verre sombre. Il n'était plus seulement un père trahi, il était devenu un stratège. La conversation avec Bernard avait cristallisé son plan. Il ne suffisait pas de les punir, il fallait orchestrer leur chute de manière si spectaculaire qu'elle servirait de leçon.
Chaque jour passé dans la peau de Léo n'était plus une souffrance, mais une mission d'infiltration. Son invisibilité était son meilleur atout, et il allait l'utiliser jusqu'à la dernière seconde. Le lendemain, en arrivant au restaurant, il portait sur lui un nouvel équipement dissimulé sous ses vêtements usés, une micro-caméra de la taille d'un bouton de chemise et un enregistreur audio numérique à peine plus grand qu'une carte de crédit. La technologie qui avait permis à ses enfants de construire leur monde de mensonges allait maintenant servir à le démolir. La cruauté de Victor et Charlotte semblait grandir avec leur impunité. Ils se sentaient intouchables, protégés par le nom de leur père et l'argent qu'ils volaient. Un après-midi, alors que Léo nettoyait la vitrine du bureau de Victor, il vit ce dernier rire aux éclats en lisant un message sur son téléphone. Curieux, Léo s'approcha, prétextant essuyer une tâche. Sur l'écran, il vit une conversation WhatsApp avec un contact nommé le boucher polonais. Victor venait d'envoyer une photo d'un steak parfaitement cuit servi à un client avec le commentaire « Regarde ce que j'arrive à faire de ta camelote. Il paie 1000 € la bouteille de vin, mais mange de la viande à 5 € le kilo. Des pigeons. » Léo sentit son sang se glacer. Il appuya discrètement sur le bouton de sa micro-caméra, enregistrant une courte vidéo de l'écran du téléphone avant que Victor ne le verrouille. Cette capture d'écran serait une pièce maîtresse, la preuve irréfutable de leur mépris total pour l'héritage familial et pour leurs clients. Pendant ce temps, Charlotte vivait sa vie de luxe sur Instagram. Chaque jour, elle postait des stories de ses virées shopping avenue Montaigne, de ses sacs de luxe et de ses week-ends à Saint-Tropez. Un jour, elle publia une photo d'elle, souriante, à côté d'une nouvelle voiture de sport rouge, flamboyant, avec la légende « Petit plaisir du jour, le travail acharné finit toujours par payer, #BossLady, #Success ». Léo, qui consultait son profil sur son vieux téléphone pendant sa pause, fit une capture d'écran. Il savait, grâce au relevé bancaire que Bernard lui avait fourni, que cette voiture avait été achetée le jour même, où un virement de 50 000 € avait été effectué depuis le compte du restaurant vers le compte personnel de Charlotte, sous le faux libellé « Rénovation des cuisines ». La juxtaposition de cette photo et du relevé bancaire serait dévastatrice. Elle ne travaillait pas dur, elle volait dur. Le soir, le travail de Léo devenait encore plus risqué. Après le départ de tous les employés, il restait sous prétexte de finir le grand nettoyage. C'était son moment. Il se glissait dans le bureau de Victor, le cœur battant, et utilisait un petit appareil fourni par Bernard pour copier le contenu du disque dur de l'ordinateur. Il y trouva des dizaines de fausses factures, des doubles comptabilités et des échanges de courriels avec des sociétés écrans basées à l'étranger. Chaque fichier était une nouvelle corde à l'arc de l'accusation. Une nuit, il trouva un dossier protégé par un mot de passe. Après plusieurs tentatives, il essaya une combinaison qui lui brisa le cœur. Hélène 1960, le prénom et l'année de naissance de sa défunte femme. Le dossier s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de preuve de fraude, mais quelque chose de bien pire, un projet détaillé de vente du restaurant L'Héritage Dubois à une chaîne internationale de restauration rapide, Global Foods. Le plan était de vendre le nom, le bâtiment, l'histoire, pour ensuite le transformer en un vulgaire fast-food de luxe. Ils n'allaient donc pas seulement voler l'argent, ils allaient effacer l'âme de l'œuvre de sa vie. Alors qu'il copiait ses fichiers, il entendit des pas dans le couloir. La panique le saisit. Il éteignit l'écran et se cacha derrière un rideau juste au moment où la porte s'ouvrait. C'était Élise, la jeune serveuse. Elle avait oublié son sac. Elle le prit et s'apprêtait à partir quand elle remarqua quelque chose sur le bureau, un cadre photo retourné. C'était une photo d'Antoine et Hélène Dubois, le jour de l'ouverture du restaurant, jeunes et pleins d'espoir. Élise remit le cadre droit avec un soupir. « Pauvres gens », murmura-t-elle pour elle-même, « s'ils voyaient ce que leurs enfants ont fait de leurs rêves. » Elle ne savait pas qu'Antoine Dubois l'entendait, caché à quelques mètres de là. Ces mots, d'une sincérité désarmante, touchèrent profondément Léo.
Il comprit à cet instant qu'il n'était pas seul. Il y avait encore des gens qui se souciaient de l'héritage. Élise serait sa première alliée, qu'elle le sache ou non. Le lendemain, Léo décida de prendre un risque calculé. Il aborda Élise pendant un moment calme. « Élise, mon enfant, commença-t-il d'une voix fatiguée, je suis un vieil homme et je vois des choses. Je sais que vous n'aimez pas ce qui se passe ici. » La jeune fille le regarda avec méfiance, puis son expression s'adoucit. « Personne n'aime ça, monsieur Léo. C'est devenu un endroit triste. » Léo sortit alors de sa poche une petite clé USB. « J'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas utiliser les ordinateurs d'ici. Ils me surveillent. Pourriez-vous, ce soir, depuis chez vous, envoyer le contenu de cette clé à cette adresse email ?» Il lui tendit un papier avec l'adresse de Bernard. « C'est très important. Il s'agit de justice. » Et Élise hésita une seconde, regardant la clé, puis le visage sincère et désespéré du vieil homme. Elle vit en lui non pas un simple plongeur, mais un homme digne qui se battait pour quelque chose de juste. « Je le ferai, monsieur Léo, » dit-elle finalement avec détermination. « Comptez sur moi. » Ce soir-là, les dernières Yeatfarm preuves, accablantes, y compris le projet de vente à Global Foods, arrivèrent en toute sécurité dans la boîte mail de Maître Bernard. Antoine Dubois, de retour dans son Penthouse, contemplait le dossier numérique qui s'était construit jour après jour. Il avait les enregistrements audio des fraudes de Victor, les captures d'écran des mensonges de Charlotte sur Instagram, les copies des fausses factures, les relevés bancaires prouvant les détournements, et maintenant le projet de vente qui signait leur trahison ultime. Il avait même le témoignage silencieux d'Élise, une alliée précieuse, qui représentait l'intégrité que ses propres enfants avaient perdue. Il regarda une dernière fois la photo de sa femme, Hélène, posée sur son bureau. « Le moment est bientôt venu, mon amour, murmura-t-il. Leur arrogance sera leur chute, et je serai là pour m'assurer qu'elle soit aussi dure et aussi publique que possible. » Il avait maintenant tout ce qu'il fallait pour les anéantir. Le plan était en place. Les preuves étaient réunies. La seule chose qui manquait était l'occasion parfaite, l'événement public qui transformerait leur procès en un spectacle inoubliable, et il savait déjà exactement quand et comment cela se produirait. Le compte à rebours avait commencé. Le dossier numérique, stocké de manière sécurisée sur un serveur cloud, était désormais complet. Chaque fichier était un clou dans le cercueil de la carrière et de la liberté de ses enfants. Antoine, redevenu Léo, retourna au restaurant le lendemain avec une nouvelle résolution. Il n'était plus là pour collecter des preuves, mais pour observer une dernière fois le spectacle de leur arrogance avant de faire tomber le rideau. L'occasion parfaite qui l'attendait se présenta sous la forme d'une célébration, le 50e anniversaire de la fondation de l'héritage du bois. Victor et Charlotte, dans leur folie des grandeurs, avaient décidé d'organiser une soirée somptueuse, invitant toute la presse lyonnaise, des influenceurs et un célèbre blogueur culinaire, connu pour ses critiques acerbes, le Critique de Lyon. Ils voulaient briller une dernière fois avant de vendre leur restaurant en secret. Ils ignoraient que cette soirée ne serait pas la célébration de leur succès, mais la mise en scène publique de leur déchéance. Le soir de l'événement, le restaurant était méconnaissable. Des fleurs luxueuses ornaient chaque table, le champagne coulait à flots, et les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, créaient une cacophonie de rires et de conversations mondaines. Charlotte, dans une robe scintillante, était au centre de l'attention, accordant des interviews et posant pour des photos. Victor, quant à lui, serrait des mains, son sourire faux collé au visage, jouant le rôle de l'héritier brillant. Léo, relégué aux tâches les plus ingrates, observait tout depuis l'ombre des cuisines. On lui avait ordonné de rester hors de vue, de ne pas gâcher le décor avec sa présence de vieillard. Il devait transporter des caisses de verre propres de la réserve à la cuisine. Un travail épuisant pour un homme de son âge. Chaque aller-retour était une torture pour son dos, mais il serrait les dents. Le spectacle en valait la peine. C'est alors que le moment qu'il attendait, le point culminant de leur cruauté, arriva. Le blogueur culinaire, le Critique de Lyon, filmait toute la soirée en direct sur son compte Instagram.
suivi par des dizaines de milliers de personnes. Il se promenait dans le restaurant, commentant l'ambiance, interviewant les invités. Léo, épuisé, transportait un lourd plateau chargé de flûtes à champagne en cristal. Ses mains, fatiguées par des heures de travail, se mirent à trembler de manière incontrôlable. Il sentit le plateau lui échapper. Dans un effort désespéré pour le rattraper, il trébucha. Le fracas fut assourdissant. Des dizaines de verres en cristal, d'une valeur inestimable, s'écrasèrent sur le sol en marbre, projetant des éclats dans toutes les directions. La musique s'arrêta net, un silence de mort tomba sur la salle. Tous les regards, y compris l'objectif du téléphone du blogueur, se tournèrent vers la source du bruit. Le vieil homme à genoux au milieu d'un tapis de verre brisé. Charlotte, dont l'interview venait d'être interrompue, se retourna. Son visage, d'abord surpris, se déforma en un masque de fureur pure. Pour elle, ce n'était pas un accident. C'était une humiliation personnelle, diffusée en direct devant tout le gratin de Lyon. Elle traversa la salle à grandes enjambées, ses talons claquant sur le sol avec une régularité menaçante. Arrivée devant Léo, qui tentait de ramasser les débris avec des mains tremblantes, elle explosa. « Vieux fou sénile !» Sa voix stridente résonna dans le silence, captée parfaitement par le micro du smartphone du blogueur. « Vous avez tout ruiné, tout. C'est la soirée la plus importante de l'année et vous la sabotez. J'en ai assez de vous, de votre incompétence, de votre air de chien battu. Vous êtes viré, dégagé de mon restaurant. Sécurité. » Deux agents de sécurité, embarrassés mais obéissants, s'avancèrent et saisirent Léo sans ménagement par les bras. Ils le relevèrent et commencèrent à le traîner vers la sortie, sous les regards choqués des invités et les flashs des téléphones qui immortalisaient la scène. Léo ne résista pas. Il laissa son corps devenir un poids mort. C'était la dernière pièce du puzzle, l'acte public et cruel que Bernard avait mentionné. Alors qu'on le tirait à travers la foule, son regard, calme et étrangement serein, balaya l'assemblée. Il croisa le regard d'Élise, la jeune serveuse, qui avait les larmes aux yeux. Il lui fit un imperceptible clin d'œil, un message silencieux pour la rassurer. Puis, son regard se posa sur un homme discret, élégamment vêtu, qui se tenait près du bar. C'était maître Bernard, son avocat, qui s'était fait passer pour un invité. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une fraction de seconde. L'avocat lui adressa un hochement de tête, presque invisible. Le message était clair. « Nous l'avons, la dernière preuve, la plus puissante. » Jeté dehors sur le trottoir froid, la porte se refermant derrière lui, Léo ne ressentit aucune tristesse. Il se releva, épousseta ses vêtements et regarda une dernière fois la façade illuminée du restaurant. À l'intérieur, il entendait la musique reprendre, les rires revenir. Pour eux, l'incident était déjà oublié. Le vieil homme n'était qu'un déchet qu'on avait sorti. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Léo sortit son vieux téléphone. Il n'appela personne. Il ouvrit simplement une application sécurisée et appuya sur un unique bouton rouge à l'écran, libellé « Protocole Phoenix ». Instantanément, l'intégralité du dossier numérique, les vidéos, les enregistrements audio, les documents bancaires, les captures d'écran et maintenant la vidéo en direct de son humiliation publique fut envoyée simultanément à 3 destinataires. Le procureur de la République de Lyon, la rédaction du plus grand journal d'investigation de France et un groupe d'actionnaires minoritaires du restaurant qu'ils savaient intègre. Pendant que Victor et Charlotte trinqueraient à leur futur succès, ignorant tout de la tempête qui se préparait, Antoine Dubois marchait tranquillement dans la nuit lyonnaise. Il n'était plus Léo, le vieillard humilié. Il était redevenu le phénix, prêt à renaître de ses cendres. Il passa devant une boutique de luxe et s'arrêta devant son reflet dans la vitrine. Il vit un homme fatigué, mais dont les yeux brillaient d'une lueur de triomphe. Il pensa à Hélène, à leurs rêves, et à la promesse qu'ils s'étaient faite. Demain, le nom Dubois serait sur toutes les lèvres, mais pas pour les raisons que ses enfants imaginaient. Demain, ils apprendraient qui il était vraiment. Demain, le masque allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. Le spectacle ne faisait que commencer. La nuit était froide, mais Antoine Dubois ne la sentait pas.
Marchant dans les rues désertes de Lyon, il n'était plus qu'une silhouette déterminée se dirigeant vers son sanctuaire, son quartier général secret. Le bouton Protocole Phénix avait déclenché une réaction en chaîne silencieuse et implacable. À cet instant précis, des notifications apparaissaient sur les écrans de téléphone et d'ordinateur à travers la ville. Un procureur de la République, réveillé en sursaut, commençait à parcourir un dossier numérique impeccablement organisé. Une journaliste d'investigation, connue pour son flair et son acharnement, annulait son week-end, sentant l'odeur de l'histoire de l'année. Et Maître Bernard, son avocat, recevait un simple message de confirmation. Le jeu est lancé. La machine judiciaire et médiatique était en marche, mais Victor et Charlotte, eux, dormiraient du sommeil des ignorants, persuadés d'avoir remporté leur dernière victoire. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'héritage du bois, la fête battait son plein. Le départ humiliant de Léo n'avait été qu'une brève interruption. Victor et Charlotte, grisés par le champagne et les compliments, trinquaient à leur succès. Ils étaient les rois du monde, ou du moins de leur petit monde, clinquant et superficiel. Assis dans le bureau de leur père, qu'ils considéraient désormais comme le leur, ils finalisaient leur dernier coup. L'acheteur de Global Foods est d'accord, dit Victor en consultant un email sur sa tablette. 10 millions d'euros, la signature est prévue pour demain à 10h lors d'une conférence de presse qu'on a organisée à la hâte. On annonce la vente comme une expansion stratégique. Charlotte rit, un son cristallin et vide. Expansion stratégique. J'adore. On vend l'héritage de papa pour en faire un fast-food de luxe et on appelle ça une expansion. Tu es un génie, mon frère. Elle sortit son téléphone et composa un message à leur banquier privé en Suisse. Je lui dis de préparer le transfert des fonds. Dès que l'argent arrive, il part directement aux Bahamas. Demain soir, on sera loin, très loin de cette ville et de ses souvenirs. Ils ne savaient pas que la caméra de surveillance du bureau, qu'ils avaient oublié de désactiver, enregistrait chacun de leurs mots, chaque geste, ajoutant une dernière couche de preuves à leur dossier déjà accablant. Antoine arriva enfin à son penthouse. Il ne dormit pas. La nuit fut consacrée aux derniers préparatifs. Il passe des heures en visioconférence avec son équipe. Maître Bernard confirmait que le procureur avait émis des mandats de perquisition et de saisie pour le lendemain matin. La journaliste, Isabelle Lemoine, expliquait sa stratégie. Son équipe serait présente à la conférence de presse, officiellement pour couvrir la vente, mais en réalité pour assister au dénouement. Élise, la jeune serveuse, fut contactée discrètement. Antoine lui expliqua une partie de la vérité, sans révéler son identité, lui demandant de rassembler les employés licenciés et de se tenir prête. La jeune femme, choquée mais comprenant l'ampleur de ce qui se préparait, accepta sans hésiter. Elle était devenue, sans le savoir, un pion essentiel dans cette partie d'échecs. Antoine s'assura que la technologie serait de son côté. Il coordonna avec un technicien de confiance pour prendre le contrôle à distance du système de projection de la salle de conférence du restaurant. Au moment voulu, ce ne seraient pas les logos de Global Foods qui s'afficheraient sur l'écran géant, mais la vérité, brute et sans phare. Alors que l'aube pointait à l'horizon, peignant le ciel de Lyon de teintes roses et dorées, Antoine se tint devant la baie vitrée. Il regardait la ville s'éveiller. Il repensa à toutes les humiliations subies, au mépris dans les yeux de Victor, à la froideur de Charlotte, au goût amer de la faim et de l'injustice. Chaque souvenir n'était plus une blessure, mais le carburant de sa détermination. Il n'y avait plus de place pour la haine, seulement pour une justice froide et méthodique. Il prit une douche, se rasa de près et choisit son costume le plus sobre et le plus élégant. Il n'allait pas affronter ses enfants en tant que Léo, le vieillard brisé, ni même en tant qu'Antoine Dubois, le père en colère. Il allait se présenter en tant que ce qu'il était vraiment, l'incarnation de l'héritage qu'ils avaient tenté de détruire. Il attacha sa cravate, le geste précis et assuré. Il était prêt. Au même moment, Victor et Charlotte se réveillaient dans leurs appartements luxueux sans le moindre soupçon. Leur téléphone était inondé de notifications de félicitations pour la soirée de la veille.
La vidéo de l'humiliation de Léo était devenue virale, mais les commentaires étaient départagés, certains applaudissant leur fermeté. Cela ne fit que renforcer leur sentiment de toute-puissance. Ils choisirent leurs tenues les plus chères, se préparant pour la conférence de presse, comme des acteurs avant d'entrer en scène. Pour eux, c'était le dernier acte de leur comédie, l'apothéose de leur succès. Victor envoya un dernier SMS à Charlotte, prête pour devenir riche et libre. Elle répondit par un simple emoji de champagne. C'était leur dernière communication en tant que complices, leur dernier instant d'illusion. À 9h30, tous les acteurs étaient en place. Maître Bernard et la journaliste Isabelle Lemoine étaient assis au premier rang de la salle de conférence, leurs visages neutres dissimulant une tension extrême. Les représentants de Global Foods étaient là, souriants, prêts à conclure l'affaire de l'année. Les employés licenciés, menés par Élise, étaient rassemblés discrètement dans un café de l'autre côté de la rue, suivant les événements sur un live stream que l'équipe d'Isabelle avait mis en place. Et Antoine Dubois, lui, n'était pas dans la salle. Il était dans une régie mobile, garé dans une ruelle à proximité, devant un mur d'écran qui lui montrait chaque angle de la salle, chaque visage, chaque expression. Il tenait un micro à la main. Il était le metteur en scène invisible de ce drame, prêt à donner le coup d'envoi. Il regarda une dernière fois la photo d'Hélène sur son téléphone. « C'est pour toi, mon amour, murmura-t-il. Pour nous, il fit un signe de tête à son technicien. Tout était prêt. Dans quelques minutes, leur monde de mensonges et de cupidité allait s'écrouler en direct, devant le monde entier. Le silence avant la tempête était assourdissant. Il était temps de rendre la justice. À 10h précises, Victor et Charlotte Dubois prirent place sur l'estrade de la salle de conférence, leur visage rayonnant d'un triomphe arrogant. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les journalistes ajustaient leurs micros. L'atmosphère était électrique, chargée de l'anticipation d'une grande annonce économique. Victor se racla la gorge, s'approcha du pupitre et commença son discours, chaque mot soigneusement répété pour sonner à la fois humble et puissant. C'est avec une immense émotion et une grande fierté que nous nous tenons devant vous aujourd'hui, dit-il, son sourire éclatant projeté sur l'écran géant derrière lui. Nous sommes ici pour annoncer une nouvelle ère pour l'héritage Dubois, une expansion stratégique qui propulsera le nom de notre famille vers de nouveaux sommets internationaux. Il marqua une pause dramatique, prêt à révéler le nom de Global Foods. Mais le nom ne vint jamais. Soudain, l'écran géant derrière lui clignota. Son visage souriant fut remplacé par une image granuleuse, mais parfaitement reconnaissable, celle de Léo, le vieil homme, à genoux, ramassant les débris de verre de la veille. Un murmure parcourut la salle. Victor et Charlotte se retournèrent, leurs sourires se figèrent. Puis une voix retentit dans les haut-parleurs, une voix calme, profonde, chargée d'une autorité glaciale que personne dans cette salle n'avait jamais entendue. Une nouvelle ère, en effet, mais pas celle que vous imaginez. Ce n'était pas la voix de Léo, c'était la voix d'Antoine Dubois. Sur l'écran, le visage d'Antoine, tel qu'il était aujourd'hui, élégant et impitoyable, apparut à côté de la photo de Léo. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Antoine Dubois, le fondateur de ce restaurant. Mais ces derniers mois, j'ai porté un autre nom, Léo. Le choc fut total. Un silence de mort s'abattit sur la salle, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Victor devint livide, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Charlotte porta la main à sa poitrine, comme si elle ne pouvait plus respirer. Les journalistes, sentant l'odeur du sang, se levèrent, leurs caméras tournées vers le couple, pétrifié sur l'estrade. « Vous parlez d'héritage, » continua la voix d'Antoine implacable. « Laissez-moi vous montrer ce que vous avez fait de cet héritage. » L'écran se divisa. D'un côté, la vidéo de Charlotte humiliant Léo en direct sur Instagram. De l'autre, un enregistrement audio, clair et net, la voix de Victor se vantant de servir de la viande polonaise surgelée à ses clients. « On va les plumer jusqu'au dernier centime, ces bourgeois ?» La phrase résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Les représentants de Global Foods se regardèrent, horrifiés. La voix d'Antoine ne leur laissa aucun répit.
Vous parlez de travail acharné. L'écran afficha alors la publication Instagram de Charlotte, posant à côté de sa voiture de sport, avec la légende « Le travail acharné finit toujours par payer ». Juste à côté, le relevé bancaire du restaurant apparut, montrant le virement de 50 000 € vers son compte personnel, le même jour, sous le libellé « Rénovation des cuisines ». Les preuves s'enchaînaient, implacables, chirurgicales, les fausses fausses factures, les captures d'écran des conversations WhatsApp, les relevés des comptes offshore aux îles Caïmans. Chaque mensonge, chaque vol, chaque trahison était exposé à la vue de tous, projeté en lettres de feu sur l'écran de leur honte. Isabelle Lemoine, la journaliste, tweetait en direct chaque nouvelle preuve devenant virale en quelques secondes. Le hashtag héritage Dubois trahison était déjà en tête des tendances nationales. Le coup de grâce arriva. Et enfin, dit la voix d'Antoine, empreinte d'une tristesse glaciale. Vous vouliez vendre l'âme de ce restaurant. Le projet de vente à Global Foods s'afficha à l'écran avec les détails du plan visant à transformer le temple de la gastronomie en un fast-food de luxe. Vous n'alliez pas seulement voler l'argent, vous alliez effacer la mémoire de votre mère Hélène qui a mis tout son cœur dans cet endroit. À ce moment-là, comme si l'univers lui-même avait orchestré cette justice poétique, la porte principale de la salle de conférence s'ouvrit. Antoine Dubois entra en personne. Il n'était plus une voix désincarnée, mais une présence physique, imposante, son regard fixé sur ses enfants. Il traversa la salle en silence, les journalistes s'écartant sur son passage comme la mer devant Moïse. Charlotte fut la première à craquer. « Papa » balbutia-t-elle, des larmes de panique coulant sur son maquillage parfait. C'est un malentendu. On peut tout expliquer. Victor, retrouvant un semblant de contenance, tenta de jouer sa dernière carte. C'est un montage. Ce vieil homme vous a manipulé. C'est un complot. Mais il était trop tard. Leur mensonge sonnait creux face au mur de preuves qui s'affichait derrière eux. Antoine monta sur l'estrade, non pas avec colère, mais avec une immense lassitude. Il prit le micro des mains tremblantes de son fils. « Il n'y a plus rien à expliquer, dit-il, sa voix résonnant maintenant sans l'aide des haut-parleurs. Pendant des mois, j'ai été invisible, et dans mon invisibilité, j'ai tout vu. Votre cruauté, votre cupidité, votre mépris pour tout ce que votre mère et moi avons construit. » Il se tourna vers l'assemblée. Le restaurant L'Héritage Dubois n'est pas à vendre. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les journalistes, les invités, même les représentants de Global Food applaudissaient. C'était le triomphe de la vérité sur le mensonge. C'est à ce moment que les portes du fond s'ouvrirent à nouveau. 2 policiers en uniforme entrèrent, accompagnés d'un homme en civil qui présenta sa carte au chef de la sécurité. « Commissaire Vasseur, police judiciaire, dit-il calmement, Victor et Charlotte Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, abus de biens sociaux et escroquerie en bande organisée. » La panique s'empara des 2 jeunes gens. Victor tenta de fuir par l'arrière de la scène, mais fut intercepté. Charlotte s'effondra en sanglots, suppliant son père. « Papa, pitié, ne les laisse pas faire ça. » Antoine la regarda, sans haine, mais sans pitié non plus. « Vous avez fait vos choix, maintenant vous devez en assumer les conséquences. » Menottés devant les caméras du monde entier, leurs visages déformés par la peur et l'humiliation, Victor et Charlotte furent emmenés. Leur empire de carton-pâte s'était effondré en moins de 10 minutes. Alors que le tumulte s'apaisait, Antoine fit un signe. La porte latérale s'ouvrit et Élise entra, suivie de tous les employés qui avaient été injustement licenciés. Ils traversèrent la salle, sous les applaudissements, leurs visages mêlant l'incrédulité et une joie immense. Antoine les accueillit sur la scène. « Ce restaurant, déclara-t-il au micro, appartient à ceux qui le font vivre par leur passion et leur travail. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous réintégrés. Et pour compenser les épreuves que vous avez subies, vos salaires seront augmentés de 20%. » Une nouvelle ovation, encore plus forte, secoua la salle. Antoine posa une main sur l'épaule d'Élise. « Et parce que l'intégrité
et la compassion doivent toujours être récompensées, je nomme Élise nouvelle directrice de l'héritage du bois. La jeune femme, en larmes, le serra dans ses bras, incapable de parler. La justice n'était pas seulement punitive, elle était aussi réparatrice. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. L'onde de choc de la conférence de presse se propagea à la vitesse de la lumière. En quelques heures, l'affaire de l'héritage Dubois n'était plus une simple nouvelle locale, mais un scandale national. Les vidéos du triomphe d'Antoine et de l'arrestation de ses enfants tournaient en boucle sur toutes les chaînes d'information. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire, créant un raz-de-marée de soutien pour Antoine et de mépris pour Victor et Charlotte. Le hashtag Justice pour Léo est resté en tête des tendances mondiales pendant 3 jours consécutifs. Des millions de personnes partageaient l'histoire, commentant leur propre expérience de l'invisibilité sociale et de l'arrogance des puissants. L'histoire d'Antoine Dubois était devenue un symbole, un cri de ralliement pour tous les gens honnêtes qui s'étaient un jour sentis méprisés et ignorés. Les conséquences pour Victor et Charlotte furent aussi rapides que brutales. Le procès fut une simple formalité. Face à la montagne de preuves irréfutables, leurs avocats ne purent que plaider coupables. Ils furent condamnés à 7 ans de prison ferme pour fraude aggravée, abus de confiance et escroquerie. Leurs biens, y compris la voiture de sport de Charlotte et leurs appartements luxueux, furent saisis pour rembourser les dettes du restaurant et dédommager les employés. Dépouillés de leur fortune, de leur réputation et de leur liberté, ils devinrent le symbole de la chute vertigineuse qui attend ceux qui confondent héritage et dû. Dans les rares interviews qu'ils accordèrent depuis leur prison, leur amertume était palpable. Nous n'avions jamais remarqué qu'ils nous observaient, déclara Charlotte à un journaliste, une phrase qui devint tristement célèbre, résumant à elle seule leur aveuglement et leur déconnexion de la réalité. Pour Antoine et les autres, ce fut le début d'une nouvelle aube. Le restaurant, sous la direction passionnée et intègre d'Élise, connut une renaissance spectaculaire. Les clients affluèrent, non seulement pour la qualité retrouvée de la cuisine, mais aussi pour soutenir l'histoire, pour faire partie de ce triomphe de la justice. L'héritage du bois devint plus qu'un restaurant, c'était un lieu de pèlerinage, un symbole d'espoir. Antoine, ayant repris son nom et son rôle, ne se mêlait plus de la gestion quotidienne. Il avait trouvé en Élise une héritière spirituelle bien plus digne que ses propres enfants. Il créa la fondation Hélène Dubois, dotée de plusieurs millions d'euros, destinée à offrir des bourses d'études et des aides au lancement d'entreprises pour les jeunes talents issus de milieux modestes, ceux que la société rend trop souvent invisibles. Il voyageait à travers la France, donnant des conférences dans des universités et des écoles de commerce, non pas pour parler de gastronomie, mais pour parler de valeurs, d'intégrité et du danger de sous-estimer son prochain. L'histoire d'Antoine a eu un tel retentissement que Netflix a produit une mini-série à succès intitulée Le plongeur et les rois, qui a battu des records d'audience dans le monde entier. Antoine a coécrit un livre, Mon invisibilité était mon arme, qui est devenu un best-seller international, traduit en 30 langues. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le restaurant est plus prospère que jamais. Élise, la jeune serveuse timide, est devenue une femme d'affaires respectée, citée dans les magazines économiques comme un exemple de leadership éthique. Elle a épousé un des chefs qu'elle avait réembauché et leur bonheur simple et sincère est la plus belle récompense pour Antoine. Lui, il a retrouvé la paix. Il passe ses journées à s'occuper de sa fondation et à voyager, mais il revient souvent au restaurant, non pas comme un patron, mais comme un client ordinaire. Il s'assoit à une table discrète, observe la joie des clients, le professionnalisme du personnel, et il sourit. Le véritable héritage de sa femme, Hélène, n'était pas dans les murs ou dans les comptes en banque. Il était là, dans ses sourires, dans cette passion, dans cette humanité retrouvée. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde,
quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel.